À mon 18e anniversaire, mes parents m'ont jeté dehors. Seul et transi de froid, je glissais chaque nuit mes derniers euros à la vieille dame du coin. Ce soir-là, elle a serré mon poignet étage à murmurer, « Ne dors pas ici ce soir. Prends l'hôtel. Demain, je te donnerai une preuve qui te sauvera la vie. » Je m'appelle Fanny Vasseur. Le soir de mes 18 ans, j'ai soufflé les bougies plantées sur un gâteau industriel bon marché, tandis que ma belle-mère claquait une pile de documents juridiques sur la table en chêne massif de notre villa à Bondu. Signe ça tout de suite ou dégage pour toujours, a aboyé Patricia, son ongle manucuré pointé sur la clause de renonciation. 1,2 million d'euros, ce n'était pas pour une petite ingrate comme moi. Cet argent appartenait à la famille. Mon père, Hervé, fixait le sol comme si les motifs du tapis persan étaient la chose la plus fascinante au monde. Thibaut, mon demi-frère, se balançait sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres, filmant la scène pour ses réseaux sociaux. Je n'ai pas signé. 10 minutes plus tard, j'étais sur le trottoir avec un seul sac à dos, un vent glacial de -7 degrés transperçant mon sweat à capuche, et la porte d'entrée verrouillée à double tour derrière moi. Je marchais machinalement vers le même coin sombre, vers la même vieille dame enveloppée dans un manteau trop fin, assise silencieusement sur des cartons aplatis. Comme chaque nuit depuis 2 semaines que je vivais cet enfer, j'ai sorti mon dernier billet de 5 € et je l'ai glissé dans sa tasse en fer blanc. C'est là que ses doigts secs ont agrippé mon poignet avec une force surprenante. Elle m'a tiré vers le bas et a chuchoté, les yeux écarquillés par la terreur. « Écoute bien, mon enfant. Ce soir, tu ne dors pas dans la rue. Pas sous le pont. Pas là où ils s'attendent à te trouver. Trouve un hôtel pas cher, paie en liquide, verrouille la porte. Demain matin, reviens ici. J'ai quelque chose qui te sauvera la vie. Bienvenue dans mon histoire. Si vous avez déjà été trahi par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, restez jusqu'à la fin. Et si vous nous regardez depuis un endroit où il fait froid ce soir, dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je veux sentir que je ne suis pas seule. Je tremblais sur ce trottoir sombre de la banlieue lilloise, fouillant dans mon sac à dos pour trouver les derniers billets froissés qu'il me restait. 127 €. C'était tout ce que j'avais gagné en faisant la plonge au noir dans un restaurant l'été dernier. C'était tout ce que je possédais au monde. Le vent du nord coupait directement à travers mes vêtements, faisant chuter la température ressentie bien en dessous de 0. Je marchais vers l'est, le long des avenues désertes, jusqu'à ce qu'une enseigne au néon rose clignotant attire mon regard. Hôtel Formule 1. Chambre disponible. Le réceptionniste n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand j'ai glissé 38 € sur le comptoir. Pas de carte d'identité, pas de questions, juste du liquide. La chambre numéro 12 sentait le tabac froid et l'eau de javel, mais le verrou fonctionnait et la fenêtre fermait bien. J'ai gardé mes bottes, je me suis recroquevillée sous la fine couverture synthétique, gardant encore mon manteau, et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à l'intérieur de moi. Je revoyais sans cesse la scène dans la salle à manger. La chaleur du foyer, l'odeur du rôti que je n'avais pas eu le droit de manger. Patricia portait cette robe en soie bordeaux qu'elle réservait pour les grandes occasions. Elle avait tout mis en scène. Le gâteau n'était qu'un prétexte. Elle attendait minuit, l'heure exacte de ma majorité légale, pour me tendre ce piège. « C'est pour ton bien, Fanny », avait-elle dit avec cette voix mielleuse qui me donnait la nausée. Ton père a besoin de cet argent pour investir. Tu es jeune, tu n'as pas besoin d'une telle somme. Nous te donnerons une allocation mensuelle. Une allocation ? Pour l'argent que mon grand-père, le père de mon père, m'avait laissé spécifiquement à moi ? Il savait. Il savait que si l'argent tombait entre les mains d'Hervé, Patricia le dilapiderait en voyage, en voiture de luxe pour Thibaut, et en soirée mondaine. Assurance vie au bénéfice exclusif de mademoiselle Fanny Vasseur. C'était écrit noir sur blanc. Quand j'ai dit non, le masque est tombé. Le visage de Patricia s'est tordu de haine. Alors tu ne mérites pas ce toit. Tu ne mérites pas la nourriture que nous te donnons. Je me suis tournée vers mon père. Papa, ai-je murmuré. Il a pris une gorgée de vin, sa main tremblait légèrement, mais il n'a pas levé les yeux. Il a choisi son confort, sa femme dominatrice, plutôt que sa propre fille.
Ce silence, c'était le bruit de mon cœur qui se brisait. Allongé dans ce lit d'hôtel miteux, je pensais que c'était le fond du gouffre. Je pensais que la douleur de l'abandon était la pire chose qui pouvait m'arriver. Mais je me trompais lourdement. Ce n'était que le début. Je ne savais pas encore que dehors, dans la nuit glaciale, une allumette venait d'être craquée. Le lendemain matin, je suis retournée directement au coin de la rue, près de la gare Lille-Flandre. Madame Solange était déjà assise sur son morceau de carton habituel, sa tasse en fer blanc devant elle, son manteau serré contre son corps frêle. Je me suis accroupie. Vous saviez que quelque chose allait arriver cette nuit-là, ai-je dit. Elle m'a étudié pendant un long moment, ses yeux gris perçants me scrutant l'âme. Appelle-moi Solange. Je te surveille depuis un moment, petite. Les gens de cette maison veulent vraiment te voir disparaître. Je lui ai tout raconté. L'héritage. La façon dont Patricia agitait la vieille copie du contrat, hurlant que si je ne touchais pas l'argent, il finirait quand même par revenir à mon père si je disparaissais ou si je mourais. Comment elle était convaincue que cet argent appartenait à la famille. Solange écoutait sans interrompre, hochant la tête comme si elle avait entendu la même histoire 100 fois auparavant. Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, il faut que je vous parle de mes nuits. Depuis 2 semaines, je menais une double vie. Le jour, j'étais une ombre errant dans la ville pour ne pas geler sur place. La nuit, je travaillais. J'étais entré dans une blanchisserie industrielle de la zone portuaire et j'avais supplié le patron pour n'importe quel poste de nuit. Il m'avait embauché sur le champ. Payé au noir, 10 € de l'heure, pas de contrat. C'était l'enfer sur terre, mais c'était un enfer chauffé. Les énormes machines crachaient de la vapeur brûlante, l'air était saturé d'humidité et d'odeurs chimiques de détergents agressifs. Mes mains, gercées par le froid du dehors, brûlaient au contact du linge sortant des séchoirs à 100 degrés. Je pliais des milliers de draps d'hôtel, des serviettes rêches, debout pendant 8 heures d'affilée sur le béton dur. Je finissais mon quart à 4 heures du matin. C'était le moment le plus dur. Sortir de la chaleur étouffante de l'usine pour plonger dans le froid glacial de l'aube. Mon corps, trempé de sueur, gelait presque instantanément. C'est sur le chemin du retour, en traînant mes pieds vers le pont sous lequel j'avais établi mon campement de fortune, que j'avais rencontré Solange pour la première fois. Elle était là, recroquevillée contre la vitrine d'une boulangerie fermée, essayant de capter la chaleur résiduelle des fourneaux à travers le mur. Je venais d'acheter 2 croissants rassis avec mes pourboires. Sans réfléchir, je lui en avais tendu un. Elle avait levé les yeux, surprise. Merci, avait-elle dit d'une voix qui ressemblait au froissement d'un vieux papier. Au fil des nuits, c'était devenu notre rituel. Je travaillais, je souffrais, je gagnais mes quelques euros, et je partageais mon petit déjeuner avec elle avant d'aller essayer de dormir quelques heures sous le pont, enroulé dans mon sac de couchage, le bruit des trains passant au-dessus de ma tête comme un tonnerre constant. L'odeur sous ce pont était un mélange de moisissure, d'urine ancienne et de gaz d'échappement. Mais c'était le seul endroit sec que j'avais trouvé. Solange, elle, préférait rester près de la gare, là où il y avait plus de passages, plus de sécurité relative. Tu as des mains de pianiste, m'avait-elle dit un matin en regardant mes doigts longs et fins, maintenant rouges et abîmés par le travail manuel. J'avais ri amèrement. Elles ne servent plus qu'à plier des draps maintenant. Elle avait souri tristement. Les miennes ont joué Chopin et Debussy dans des salles de concert, ma fille. Avant que mon fils ne décide que ma maison valait plus que sa mère. C'était le lien qui nous unissait. La trahison. Nous étions 2 épaves échouées sur les rives de l'indifférence, rejetées par notre propre sang. Mais cette nuit-là, quand elle m'avait dit de ne pas dormir sous le pont, j'avais senti une urgence différente. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la panique. Je la regardais maintenant, assise sur son carton. « Qu'est-ce que vous avez vu, Solange ?» ai-je demandé. Elle a fouillé dans les couches successives de ses vêtements et a sorti une petite clé USB noire. J'ai vu la mort, mon enfant. Et je l'ai enregistrée. Je tenais la petite clé USB dans ma main comme si elle était brûlante. Solange a continué à voix basse, ses yeux balayant la rue nerveusement. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué ce gamin. Il passait en scooter, ralentissait près du pont où tu dors. Basket de marque, blouson coûteux, visage arrogant.
Il ne donnait jamais une pièce. Il regardait juste. Il repérait les lieux. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Thibaut. J'ai reconnu ce regard, a poursuivi Solange. C'est le regard de quelqu'un qui calcule une distance, qui planifie un mauvais coup. Alors j'ai récupéré une vieille caméra de tableau de bord qu'un chauffeur de taxi avait jetée parce que l'écran était fissuré. Elle enregistre encore si on la branche sur une batterie externe. Je l'ai fixée en haut du lampadaire, juste en face de ton petit campement. Je la regardais avec admiration. Cette femme, que la société traitait comme un déchet, avait plus d'intelligence et de ruse que tous les gens bien pensants de Bondu réunis. Pourquoi risquer ça pour moi, ai-je demandé, la gorge serrée. Solange a posé sa main gantée sur la mienne. Parce qu'il y a 20 ans, mon propre fils m'a mise dans une maison de retraite contre mon gré pour vendre ma maison. Quand je me suis enfuie pour revenir chez moi, il avait déjà changé les serrures. Personne ne s'est levé pour moi à l'époque. Je suis trop vieille pour me battre pour moi-même, Fanny. Mais je ne suis pas trop vieille pour te donner une arme. À ce moment précis, j'ai ressenti une vague d'émotion si forte que j'ai dû détourner le regard pour ne pas fondre en larmes devant les passants pressés qui nous ignoraient royalement. Nous étions invisibles pour eux. Des fantômes. Mais entre nous, il y avait une humanité brute, réelle. Tu as un endroit pour regarder ça, a-t-elle demandé en désignant la clé USB. J'ai secoué la tête. Je n'ai plus d'ordinateur. Ils l'ont gardé. Va à la bibliothèque municipale. Ou trouve une amie. Mais regarde-le seul d'abord. Ensuite, tu décideras quoi faire. J'ai pensé à Magali. Ma seule véritable amie. Elle conduisait le tramway sur la ligne Lille-Roubaix. Elle vivait dans un petit studio près de la gare Saint-Sauveur. C'était risqué de l'impliquer, mais je n'avais pas le choix. J'ai pris le tram, fraudant parce que je n'avais plus un centime après avoir payé l'hôtel. J'ai envoyé un message à Magali avec le Wi-Fi gratuit de la gare, urgence vitale. Je suis devant chez toi. S'il te plaît. 5 minutes plus tard, elle descendait, les cheveux en bataille, encore en pyjama. Quand elle a vu mon état, mes cernes, mes vêtements froissés, ma maigreur, elle m'a prise dans ses bras sans un mot. Dans son petit salon encombré, nous avons branché la clé USB sur son ordinateur portable. Il n'y avait qu'un seul fichier vidéo. Horodaté, hier soir, 2h15 du matin. J'ai cliqué sur lecture. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous comprenez ce que signifie l'injustice. Je vous pose la question, si vous découvriez que votre propre frère complotait contre vous, non pas pour une dispute d'enfant, mais pour votre vie, que feriez-vous? Iriez-vous voir la police, sachant qu'ils ne croient jamais les gens comme nous, ou prendriez-vous la justice en main? Dites-moi ce que vous feriez à ma place dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de vos conseils. L'image sur l'écran était granuleuse, en noir et blanc, éclairée par la lumière orange des lampadaires de rue. On voyait clairement le dessous du pont, l'endroit exact où je déroulais habituellement mon sac de couchage et où je cachais mon sac à dos sous une bâche bleue. 2 silhouettes sont entrées dans le champ. Elles portaient des sweats à capuche sombre, mais la démarche de l'un d'eux était indubitable. Cette façon de traîner les pieds, cette arrogance dans les épaules. C'était Thibaut. Il tenait un bidon en plastique rouge. Son ami, un grand type que je ne reconnaissais pas, en tenait un autre. Thibaut a posé son bidon, a sorti son téléphone et a semblé lire un message. Puis il a dit quelque chose, et le micro de la caméra, bien que de mauvaise qualité, a capté sa voix distinctement dans le silence de la nuit. On finit ça avant vendredi. Elle signe à la banque la semaine prochaine, et cet argent est verrouillé pour toujours. Après ça, pas de seconde chance. Mon cœur a cessé de battre. Vendredi. C'était dans 2 jours. C'était la date limite pour que je me présente à la banque avec mes papiers d'identité pour réclamer l'assurance vie. Son ami Harry, un son nerveux. Il a dévissé le bouchon et a commencé à asperger le liquide sur mes couvertures, sur la bâche, sur les cartons qui me servaient d'isolant contre le sol gelé. Thibaut s'est joint à lui, s'assurant que le coin exact où je posais ma tête était complètement imbibé. Il a regardé droit vers son propre téléphone, probablement en train de s'admirer ou de faire un live privé, et a dit « un problème de moins ». Puis, il a craqué une allumette. La petite flamme a dansé une seconde dans l'obscurité avant qu'il ne la jette.
L'explosion a été silencieuse sur la vidéo à cause de la saturation du micro, mais l'image a été aveuglante. Une boule de feu a englouti mon petit refuge en une fraction de seconde. Les flammes léchaient le béton du pont, montant haut, très haut. Si j'avais été là. Si Solange ne m'avait pas forcée à aller à l'hôtel. Je serais morte. Brûlée vive dans mon sommeil. Ou au mieux, gravement défigurée. Magali a plaqué sa main sur sa bouche, horrifiée. Mon Dieu, Fanny. C'est Thibaut. C'est ton frère. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. Je voyais mon sac de couchage se tordre sous la chaleur, fondre comme du plastique bon marché. Je voyais les deux silhouettes courir vers un scooter garé plus loin et démarrer en trombe. Mais le pire n'était pas le feu. Le pire, c'était ce que Thibaut a fait juste avant de partir. Il a pointé son téléphone vers le brasier et a pris une photo. Comme un trophée. J'ai mis la vidéo en pause. Je tremblais tellement que Magali a dû tenir mes épaules pour me stabiliser. Ils ont essayé de me tuer, ai-je chuchoté. Ma voix me semblait étrangère. Ce n'est pas juste pour me faire peur. Ils voulaient vraiment que je meure. Magali a froncé les sourcils, ses yeux passant de la peur à la colère. Pourquoi? Juste pour l'argent? Il y a une clause, ai-je réalisé soudainement, une mémoire froide remontant à la surface. Dans le contrat d'assurance vie. Si le bénéficiaire décède avant la date de réclamation, ou s'il ne se présente pas, les fonds reviennent à la succession légale. C'est-à-dire à mon père. Patricia avait tout calculé. Une jeune SDF qui meurt dans un incendie accidentel sous un pont en hiver? C'est une tragédie, un fait divers de 3 lignes dans le journal local. Personne ne pose de questions. Pauvre petite, elle a essayé de se réchauffer et a mis le feu à ses couvertures. Affaire classée. Et l'argent atterrit directement sur le compte commun de mon père et de Patricia. On va voir la police, a dit Magali en se levant brusquement. Maintenant. Attends, ai-je dit. Regarde ça. J'ai reculé la vidéo jusqu'au moment où Thibaut lisait son message. J'ai zoomé. On ne pouvait pas lire l'écran, mais on voyait l'heure. 2h12. J'ai sorti mon propre téléphone. À 2h10, j'avais reçu un message d'un numéro inconnu que je savais être celui de Patricia, car elle changeait souvent de puce pour me harceler. Le message disait « J'espère que tu as chaud, petite garce ». À ce moment-là, j'avais cru que c'était juste une moquerie cruelle sur le fait que je dormais dehors. Maintenant, je savais que c'était un signal. On y va, ai-je dit. Mais au fond de moi, une peur plus grande grandissait. La police allait-elle nous croire? Ou allait-il penser que c'était juste une dispute familiale qui avait mal tourné? Quand nous sommes sortis de l'appartement de Magali, le ciel était gris plombé. Une voiture de police passait lentement au bout de la rue. Pour la première fois de ma vie, je ne les voyais pas comme des protecteurs, mais comme des bureaucrates que je devais convaincre que ma propre famille voulait ma mort. Le commissariat central de Lille est un bâtiment imposant, froid, où l'espoir vient souvent mourir dans les files d'attente interminables. Magali et moi sommes entrés, la clé USB brûlant dans ma poche. L'agent à l'accueil nous a regardés avec fatigue. Pour lui, j'étais juste une autre gamine paumée, probablement en fugue. C'est pour déposer une plainte, a dit Magali fermement. Prenez un ticket et asseyez-vous, a-t-il répondu sans lever les yeux. Nous avons attendu 2 heures. Chaque minute était une torture. Je m'attendais à voir Patricia surgir à chaque instant, avec ses avocats et ses sourires faux. Finalement, un inspecteur nous a appelés. Le commandant Morel. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris en brosse, l'air d'avoir tout vu et de ne plus croire en rien. Il nous a fait entrer dans un petit bureau qui sentait le café rassis. Alors? Qu'est-ce qui est si urgent? J'ai posé la clé USB sur la table. Ceci est une vidéo de mon demi-frère essayant de me brûler vive la nuit dernière. Morel a haussé un sourcil, sceptique. Il a pris la clé, l'a insérée dans son ordinateur avec une lenteur exaspérante. Il a cliqué. Le silence dans la pièce est devenu lourd. On n'entendait que le crépitement du feu à travers les petits haut-parleurs de l'ordinateur. Morel a regardé la vidéo une fois. Puis une deuxième fois. Son expression d'ennui a disparu.
Il s'est penché en avant, les yeux plissés. C'est sous le pont de la porte des postes, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. C'est là que je dors, que je dormais. Il a décroché son téléphone fixe. Dupont, vérifie les interventions pompiers de la nuit dernière secteur Lille-Sud. Oui, feu de détritus ou campement SDF. Immédiatement. Il a raccroché et m'a regardé différemment. Vous n'étiez pas là? Non. Une amie m'a prévenu. Qui? Une dame qui vit dans la rue. C'est elle qui a filmé ça. Le téléphone a sonné. Morel a écouté, a griffonné quelques notes. D'accord. Trace d'accélérateur confirmée? Il a écouté encore. Merci. Il a reposé le combiné. Les pompiers sont intervenus à 2h30. Tout a brûlé. Ils ont trouvé des traces d'essence. Si vous aviez été là, mademoiselle Vasseur, nous serions en train d'identifier un corps à la morgue en ce moment. J'ai senti mes genoux flancher. L'entendre de la bouche d'un policier rendait la chose réelle, définitive. Qui est ce garçon? A demandé Morel en pointant l'écran figé sur le visage de Thibaut éclairé par les flammes. Thibaut Brox. Mon demi-frère. Il habite à Bondu. Et pourquoi voudrait-il vous tuer? J'ai sorti la copie froissée du contrat d'assurance vie que j'avais gardé sur moi comme un talisman. J'ai expliqué la clause. L'argent. L'échéance de vendredi. Le texto de Patricia. Morel a lu le texto sur mon téléphone. J'espère que tu as chaud. Il a serré la mâchoire. C'est prémédité. En bande organisée. Avec tentative d'homicide. Il s'est levé. Je vais avoir besoin de tout ça. La vidéo, le contrat, le téléphone. Nous allons chercher ce Thibaut. Mais il me faut plus pour la mère. Le texto est incriminant, mais elle dira qu'elle parlait de la météo. Il nous faut un lien direct. C'est là que Magali est intervenue. Dans la vidéo, on l'entend dire « Maman a tout prévu ». Écoutez. Nous avons réécouté. Le son était étouffé, mais on distinguait les mots. Morel a hoché la tête. C'est un début. Mais pour faire tomber une bourgeoise de Bondu avec des avocats de luxe, il faut que ce soit en béton. Il m'a regardé droit dans les yeux. Fanny, vous devez continuer votre vie comme si de rien n'était. S'ils savent que nous avons la vidéo, ils vont détruire les preuves, se débarrasser des téléphones. Vous devez aller travailler ce soir. Vous devez aller à la banque vendredi comme prévu. Quoi? A crié Magali. Vous voulez l'envoyer à l'abattoir? Je vais mettre une surveillance discrète sur vous, a assuré Morel. Mais si elle ne se montre pas, ils sauront que le plan a échoué. Ils vont paniquer et devenir imprévisibles. Nous devons les prendre la main dans le sac. J'ai avalé ma salive. Retourner dans le noir? Savoir qu'ils me guettent? Je le ferai, ai-je dit. Je veux qu'ils paient. Tous. Morel a souri, un sourire froid de chasseur. Alors on va leur tendre un piège. La peur est une sensation étrange. Au début, elle vous paralyse. Puis, si vous survivez assez longtemps, elle se transforme en un carburant froid et puissant. J'étais terrifiée à l'idée de retourner travailler à la blanchisserie ce soir-là, mais la colère me tenait debout. Magali m'a déposé à 2 rues de l'usine pour ne pas attirer l'attention. Une voiture banalisée grise était garée un peu plus loin. Je savais que c'étaient les hommes de Morel, mais cela ne m'empêchait pas de sursauter à chaque ombre. L'usine était comme d'habitude, bruyante, chaude, infernale. Je me suis mise à mon poste, pliant les draps mécaniquement. Mon esprit, lui, était ailleurs. Je repensais à mon père. Avait-il su? Était-il au courant que sa femme et son beau-fils allaient brûler sa propre fille? Vers 3h du matin, le contremaître, un homme gras et désagréable nommé Monsieur Pignon, m'a fait signe de venir dans son bureau vitré qui surplombait l'atelier. Vasseur. Dans mon bureau, tout de suite. Mon cœur a bondi. Est-ce que Patricia était là? Je suis montée, essuyant mes mains moites sur mon tablier. Dans le bureau, il n'y avait pas Patricia. Mais il y avait 2 policiers en uniforme. Pas ceux de l'équipe de Morel. Des agents de la BAC.
C'est elle, a dit Pignon en me pointant du doigt comme si j'étais une criminelle. C'est la voleuse. Je suis resté figé. De quoi parlez-vous? Un des policiers a posé un sac en plastique sur le bureau. À l'intérieur, il y avait une montre de luxe, une Rolex en or, et un portefeuille en cuir. On a reçu un appel anonyme, a dit le policier. Signalant qu'une employée volait les effets personnels des clients de l'hôtel Ritz, dont vous traitez le linge. On a fouillé votre casier, mademoiselle Vasseur. On a trouvé ça. J'ai regardé les objets, incrédule. Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ça. Mon casier a un cadenas. Un cadenas qui a été coupé, a précisé Pignon avec un sourire vicieux. Je savais que tu étais une traîne savate. Engagée par pitié, et voilà comment tu me remercies. J'ai compris immédiatement. C'était le plan B. S'ils ne pouvaient pas me tuer, ils allaient me faire arrêter. Avec un casier judiciaire pour vol aggravé, ma crédibilité s'effondrait. Je serais en garde à vue vendredi. Je raterais le rendez-vous à la banque. L'argent leur reviendrait. C'est un coup monté, ai-je crié. Appelez le commandant Morel. C'est ma belle-mère qui a fait ça. Les policiers ont échangé un regard moqueur. Bien sûr, Cendrillon. Et le carrosse est garé dehors? Allez, menottes. L'un d'eux a saisi mon bras. J'ai paniqué. Si je partais avec eux maintenant, le temps que Morel intervienne, il serait trop tard. Patricia gagnerait. Regardez les caméras, ai-je hurlé. Pignon a ricané. Il n'y a pas de caméra dans les vestiaires, c'est illégal. Pas dans les vestiaires, ai-je rétorqué, mon cerveau fonctionnant à 1000 à l'heure. Dans le couloir. Vous avez fait installer une nouvelle caméra au-dessus de la pointeuse la semaine dernière pour surveiller les retards. Elle filme l'entrée des vestiaires. Le sourire de Pignon s'est effacé. Il avait oublié ce détail. Sa cupidité à vouloir fliquer ses employés allait peut-être me sauver. Les policiers ont hésité. Vérifier, a ordonné le plus âgé. Pignon a tapé sur son clavier à contre-cœur. L'écran a affiché le couloir gris. Il a rembobiné. 22h30, je travaillais déjà. Sur l'écran, une silhouette est apparue. Un homme portant une casquette, un blouson de l'usine. Mais ce n'était pas un employé. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était l'ami de Thibault. Celui qui tenait le deuxième bidon d'essence. Il est entré dans le vestiaire, a regardé autour de lui, et est ressorti 2 minutes plus tard. C'est lui, ai-je pointé. Ce n'est pas moi. Il a mis les objets dans mon casier. Les policiers ont regardé l'écran, puis moi. L'évidence était là. Bon, a dit le policier. On dirait qu'on a une intrusion. Mademoiselle, on va avoir besoin de cette vidéo. J'ai failli m'effondrer de soulagement. Patricia avait essayé de me coincer, mais elle avait fait une erreur. Elle avait sous-estimé ma mémoire. Et surtout, elle venait de nous donner la preuve qui manquait à Morel, le lien direct entre l'homme de main de Thibault et une tentative de sabotage contre moi. Je suis sortie de l'usine au petit matin, épuisée mais vivante. Le commandant Morel m'attendait dans la voiture banalisée. Il avait été prévenu par ses collègues. Ils deviennent désespérés, a-t-il dit, son visage grave éclairé par la lueur d'un lampadaire. Le coup du vol, c'était amateur. Ça veut dire qu'il panique. La tentative d'incendie a échoué, le coup monté a échoué. Il ne leur reste qu'une seule carte, l'attaque frontale. C'est demain, ai-je murmuré. Le rendez-vous à la banque est demain matin à 9h. On sera prêt, a promis Morel. On a arrêté l'ami de Thibault il y a 1 heure. Le type de la vidéo. Il s'appelle Kevin. Un petit délinquant sans envergure. On lui a montré la vidéo de l'incendie et on lui a parlé de 20 ans de prison pour tentative d'assassinat. Il a chanté comme un canari en 10 minutes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a confirmé que Thibault l'a payé. Et il a confirmé que Thibault recevait ses ordres de la générale. C'est comme ça qu'il appelle votre belle-mère. J'ai senti une boule de haine se former dans mon estomac. Alors arrêtez-les. On a arrêté Thibault chez lui il y a 20 minutes, a dit Morel avec satisfaction. Il pleurait avant même qu'on lui passe les menottes. Mais Patricia, elle n'était pas là.
Mon sang s'est glacé. Où est-elle? On ne sait pas. Son téléphone est coupé. Elle a vidé le coffre-fort de la maison avant de partir. Votre père dit qu'elle est partie faire des courses hier soir et n'est pas rentrée. Elle était en cavale. Une femme dangereuse, acculée, et obsédée par l'argent. Elle savait que c'était fini pour Thibaut. Elle savait qu'elle risquait la prison. Il ne lui restait qu'une obsession, l'argent. Elle sera à la banque, ai-je dit avec certitude. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle pense qu'elle peut encore m'intimider, me forcer à signer une procuration, récupérer les fonds et s'enfuir à l'étranger. Morel a hoché la tête. C'est ce qu'on pense aussi. Fanny, demain matin, vous allez entrer dans cette banque. Vous allez être là-bas. Mais je vous jure que je ne serai pas à plus de 2 mètres de vous. Je suis retournée à l'hôtel. Impossible de dormir. J'ai passé la nuit assise sur le lit, fixant la porte, une chaise coincée sous la poignée. Je pensais à Solange. Je ne l'avais pas vue depuis hier matin. J'espérais qu'elle était en sécurité. J'espérais qu'il ne s'en était pas pris à elle pour m'atteindre. Le matin du vendredi s'est levé, gris et pluvieux. J'ai mis mes vêtements les plus propres, un jean noir et un pull que Magali m'avait prêté. J'ai regardé mon reflet dans le miroir piqué de la salle de bain. Je ne voyais plus la jeune fille effrayée de 18 ans. Je voyais une survivante. Ses cernes étaient des peintures de guerre. Son regard était d'acier. À 8h45, Magali m'a déposé devant la banque BNP Paribas, place du Général de Gaulle. Le bâtiment était majestueux, intimidant. Des policiers en civil lisaient des journaux sur les bancs, d'autres buvaient des cafés aux terrasses chauffées. Morel était invisible, mais je sentais sa présence. J'ai pris une grande inspiration. L'air froid m'a rempli les poumons. C'était l'heure de la confrontation. J'ai poussé la lourde porte tournante. Le hall était calme, feutré, sentant l'argent et le parfum d'ambiance coûteux. Et elle était là. Assise dans un fauteuil en cuir, impeccable dans un tailleur Chanel crème, comme si elle attendait un rendez-vous d'affaires. Patricia. Elle a levé les yeux vers moi. Elle n'avait pas l'air d'une fugitive. Elle avait l'air d'une reine attendant que son sujet vienne s'agenouiller. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu la folie dans ses yeux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Fanny, ma chérie. S'est-elle exclamée en se levant, les bras ouverts, comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Sa voix résonnait trop fort dans le silence feutré de la banque. Je me suis arrêtée à 3 pas d'elle. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ouvert les bras. J'ai juste dit, d'une voix calme qui tranchait avec son hystérie joyeuse, « Arrête ton cinéma, Patricia. C'est fini. » Son sourire s'est figé, mais ses yeux sont restés fixés sur les miens, durs comme des diamants. Elle s'est approchée, envahissant mon espace personnel. L'odeur de son parfum capiteux, le même qu'elle portait le soir où elle m'a mise dehors, m'a donné envie de vomir. Elle a baissé la voix, un sifflement de serpent que seuls moi et les murs pouvions entendre. Écoute-moi bien, petite idiote. Tu vas entrer dans ce bureau. Tu vas dire au banquier que tu me donnes procuration totale. Ensuite, tu vas disparaître. Si tu ne le fais pas, tu sais cette vieille clocharde que tu aimes tant? Solange? Mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce que tu as fait? Patricia a souri, un rictus cruel. Rien encore. Mais j'ai un associé qui attend mon appel. Il est juste à côté d'elle en ce moment. Un mot de travers, et la vieille a un accident. Une chute malencontreuse dans le canal. L'eau est glacée en cette saison, tu sais. La rage. Une rage pure, blanche, incandescente a explosé dans ma tête. Elle avait osé. Elle avait touché à la seule personne qui m'avait tendu la main sans rien attendre en retour. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas regardé les policiers. Ma main est partie toute seule. Clac. Le bruit de la gifle a claqué comme un coup de feu dans le hall de la banque. La tête de Patricia a pivoté sur le côté. Une marque rouge commençait déjà à fleurir sur sa joue poudrée.
Le silence total est tombé sur la banque. Les guichetiers se sont figés. Les clients se sont retournés. Patricia a porté la main à sa joue, les yeux écarquillés par le choc. Elle a ouvert la bouche pour hurler, pour jouer la victime, mais je ne lui ai pas laissé le temps. « Tu ne toucheras plus jamais à personne », ai-je crié, ma voix tremblant de fureur. « Tu as essayé de me brûler. Tu as piégé mon casier. Et maintenant tu menaces une vieille dame ? Tu es un monstre, Patricia. Un monstre. Arrêtez-la », a hurlé Patricia en pointant un doigt accusateur vers moi. Elle m'agresse. Elle est folle. C'est à ce moment que le client, qui lisait son journal sur le fauteuil voisin, s'est levé. C'était Morel. Il a sorti son insigne. Patricia Brox, je vous arrête pour tentative d'assassinat, complicité d'incendie volontaire, subornation de témoins et extorsion. Le visage de Patricia s'est décomposé. Elle a regardé autour d'elle. 4 autres policiers surgissaient des coins de la pièce. Elle était cernée. « Vous ne pouvez pas », a-t-elle balbutié. « Je suis. »« Vous êtes en état d'arrestation », a coupé Morel en lui passant les menottes. Le cliquetis du métal se refermant sur ses poignets a été le plus doux son que j'ai jamais entendu. « L'homme », ai-je crié à Morel. Elle a dit qu'il y avait un homme avec Solange. Morel a porté sa radio à sa bouche. Équipe 2, situation cible secondaire ? Répondez. Un grésillement, puis une voix. Cible sécurisée, commandant. On a interpellé un individu suspect qui s'approchait de la victime près de la gare. Il avait un couteau. La dame va bien. Elle est avec nous. J'ai éclaté en sanglots. Je me suis effondré sur le sol en marbre froid de la banque, pleurant toutes les larmes que j'avais retenues depuis des semaines. C'était fini. Ils étaient en sécurité. J'étais en sécurité. Le directeur de la banque est sorti de son bureau, l'air paniqué. Morel lui a fait signe que tout était sous contrôle. Puis il s'est accroupi près de moi. « C'est fini, Fanny. Relève-toi. Tu as un héritage à signer. » Je me suis relevée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai regardé Patricia se faire traîner dehors par 2 policiers, hurlant des obscénités, perdant sa chaussure à talons dans la bagarre. Elle n'était plus une reine. Juste une criminelle pathétique. Je suis entrée dans le bureau du directeur. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait plus. J'ai signé « Fanny Vasseur » au bas de la page. En une seconde, je suis passée de SDF à millionnaire. Mais curieusement, ce n'est pas l'argent qui me faisait me sentir riche à ce moment-là. C'était le fait de savoir que j'avais gagné ma liberté. Le lendemain de l'arrestation, la nouvelle était partout dans les journaux locaux. La marâtre de Bondu et son fils incendiaire. Les détails sordides de leur complot s'étalaient en première page. On parlait de l'assurance vie, de la vidéo, de la cruauté. J'étais encore à l'hôtel, mais dans une suite cette fois. J'attendais que les formalités bancaires soient finalisées pour acheter un appartement. On a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était mon père. Hervé. J'ai hésité. Une partie de moi, la petite fille qui voulait que son papa la prenne dans ses bras, voulait ouvrir. Mais la femme que j'étais devenue savait mieux. J'ai ouvert la porte, mais je suis restée sur le seuil, bloquant l'entrée. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Ses yeux étaient rouges, sa chemise froissée. Il sentait l'alcool rance. « Fanny » a-t-il croassé. « Ma petite fille. » Il a essayé de s'avancer, mais je n'ai pas bougé. « Ils ont saisi la maison » a-t-il dit, la voix brisée. Les comptes de Patricia sont gelés. Les frais d'avocat. Fanny, je n'ai plus rien. Je suis à la rue. Il pleurait maintenant. De vraies larmes. Mais étaient-elles pour moi ou pour lui-même? Je ne savais pas, a-t-il supplié. Je te jure, Fanny. Je ne savais pas qu'ils allaient te tuer. Patricia m'a dit qu'on allait juste te faire peur pour que tu signes. Je voulais juste que la famille reste unie. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Unie? Papa, tu as laissé ta femme me jeter dehors en plein hiver. Tu as regardé ton assiette pendant qu'elle me menaçait. Tu n'as pas appelé une seule fois en 2 semaines pour savoir si j'étais vivante ou morte.
J'avais peur d'elle, a-t-il avoué misérablement. Elle est persuasive. C'est ça ta défense? Tu es un lâche, Hervé. Tu n'as pas craqué l'allumette, non. Mais tu as fourni l'essence par ton silence. Il est tombé à genoux. C'était pathétique. L'homme fort, l'homme d'affaires respecté, à genoux dans un couloir d'hôtel bon marché. Aide-moi, Fanny. S'il te plaît. Avec l'argent de grand-père, on pourrait payer une caution pour Patricia, prendre un bon avocat pour Thibaut. C'est ton frère, après tout. J'ai ressenti un dégoût si profond que j'en ai eu le vertige. Même maintenant, après tout ce qu'ils avaient fait, sa priorité était de sauver ses bourreaux. Il ne me voyait pas comme sa fille. Il me voyait comme un chéquier. Non, ai-je dit doucement. Il a levé la tête, choqué. Quoi? Non. Pas un centime. Cet argent, grand-père me l'a laissé pour que je puisse échapper à cette famille toxique. Il avait vu clair en toi bien avant moi. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton père. Mon père est mort le soir de mes 18 ans, ai-je répondu froidement. L'homme devant moi est juste un étranger qui a choisi le camp des monstres. J'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Fanny, a-t-il hurlé. Tu vas le regretter. Tu vas finir seule. Mieux vaut être seule que mal accompagnée, ai-je dit. J'ai claqué la porte. J'ai entendu ses coups de poing contre le bois, ses cris étouffés, puis les bruits de pas de la sécurité qui venaient l'escorter dehors. Je me suis adossée à la porte et j'ai glissé jusqu'au sol. J'ai pleuré, une dernière fois, pour la perte de l'illusion d'un père. Mais quand je me suis relevée, je me sentais légère. Le dernier lien était coupé. J'étais libre. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. J'y suis allée, accompagnée de Magali et de Solange. Nous étions assises au premier rang, un front uni de femmes qui avaient survécu. Patricia a essayé de jouer la comédie jusqu'au bout, pleurant, accusant Thibaut d'avoir tout manigancé, disant qu'elle était une mère dévouée. Mais les preuves étaient accablantes. La vidéo, les SMS, les relevés bancaires, les témoignages de Kevin et du complice arrêté près de la gare. Le juge n'a pas été clément. Patricia a pris 12 ans de prison ferme. Thibaut, considéré comme influençable mais dangereux, a pris 8 ans. Quand le verdict est tombé, Patricia n'a pas regardé le juge. Elle m'a regardé moi. Il n'y avait plus de masque. Juste une haine pure. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardé se faire menotter et emmener, et je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni tristesse. Juste de l'indifférence. Elle appartenait à mon passé. Mon père n'était pas au procès. J'ai appris plus tard qu'il avait quitté la région, fuyant ses dettes et la honte publique. Il vivait quelque part dans le sud, seul. Mais la vraie justice, ce n'était pas la prison pour eux. C'était la vie pour nous. Avec l'argent de l'héritage, j'ai fait ce que j'avais promis à moi-même cette nuit-là sous le pont. J'ai acheté un petit immeuble de 3 étages dans le Vieux-Lille. J'ai gardé le dernier étage pour moi. C'était lumineux, chaud, rempli de plantes. Le rez-de-chaussée, je l'ai transformé. J'ai ouvert une laverie solidaire. Le linge de l'espoir. Mais ce n'était pas une laverie ordinaire. Nous embauchions exclusivement des personnes en réinsertion, des SDF qui voulaient s'en sortir, des gens comme moi, comme Solange. On leur donnait un salaire décent, une formation, et surtout, de la dignité. Et pour Solange, Solange. Le jour où je l'ai emmenée voir son nouvel appartement, au premier étage de mon immeuble, elle a cru que je lui faisais une blague. C'était un 2 pièces coquet, avec vue sur un petit jardin intérieur. Tout était neuf, propre, chauffé. Mais le plus beau moment, c'était quand j'ai ouvert la porte de la chambre. Là, contre le mur, trônait un piano droit en bois verni. Pas un piano de concert, mais un bel instrument au son riche. Solange s'est figée. Ses mains ont tremblé. Elle s'est approchée du piano comme on s'approche d'un autel sacré. Elle a caressé le bois, a ouvert le couvercle doucement. Elle s'est assise sur le tabouret. Elle a posé ses doigts déformés par le froid et l'arthrite sur les touches d'ivoire. Elle a fermé les yeux. La première note a résonné, pure et claire. Puis une deuxième. Puis un accord. Ce n'était pas parfait.
Ses doigts étaient raides. Mais la musique était là. Du Chopin. Un nocturne mélancolique qui racontait toute la douleur et toute la beauté de sa vie. Elle jouait, et les larmes coulaient sur ses joues ridées. Je pleurais aussi, appuyée contre le cadre de la porte. Magali, qui était venue avec nous, reniflait bruyamment derrière moi. Quand elle a fini, elle s'est tournée vers moi. Son visage rayonnait d'une lumière que je n'avais jamais vue. Je pensais que je ne jouerais plus jamais, a-t-elle chuchoté. Tu joueras tous les jours maintenant, ai-je promis. Aussi longtemps que tu voudras. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Elle sentait le savon propre et la lavande, plus l'odeur de la rue. Elle sentait la maison. La vie a repris son cours, mais une vie nouvelle. Magali a quitté son job de conductrice de tramway. Avec mon aide, elle a réalisé son rêve, ouvrir une petite boulangerie juste à côté de la laverie. Elle fait les meilleurs croissants de l'île, et chaque matin, les premiers sont toujours pour Solange. Nous formons une drôle de famille. Une orpheline millionnaire, une ex-SDF pianiste, et une boulangère au grand cœur. Nous ne partageons pas le même sang, mais nous partageons quelque chose de plus fort, le choix. Nous nous sommes choisis. Un jour, 1 an après le procès, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour. Juste un cachet de la poste de Marseille. C'était de mon père. Fanny, j'ai entendu dire que tu avais réussi. Que tu aidais les gens. Je suis fière de toi. Je vis dans un camping maintenant. C'est dur. Je pense souvent à toi. Peut-être qu'un jour. Je n'ai pas fini de lire. J'ai pris la lettre, je l'ai pliée soigneusement. J'ai sorti mon briquet. Nous étions dans le jardin, Solange jouait du piano la fenêtre ouverte. J'ai mis le feu au coin de l'enveloppe. J'ai regardé le papier noircir, se recroqueviller, tomber en cendres dans l'herbe. C'était la seule réponse qu'il méritait. Pas de haine. Pas de colère. Juste le silence. Et des cendres. Comme celles qu'ils avaient voulu faire de moi. Solange s'est arrêtée de jouer et m'a regardé par la fenêtre. Elle a vu la fumée. Elle a compris. Elle m'a fait un petit signe de tête, puis a recommencé à jouer. Cette fois, c'était une mélodie joyeuse, légère, pleine d'espoir. J'ai souri. J'ai écrasé les dernières braises avec mon talon. J'ai appris une leçon précieuse cette année-là. On nous apprend que la famille est sacrée, que le sang est plus épais que l'eau. C'est un mensonge. Le sang n'est qu'un liquide biologique. La famille, la vraie, c'est celle qui vous tend la main quand vous êtes au fond du trou. C'est celle qui vous donne sa dernière miche de pain quand elle a faim. C'est celle qui risque sa vie pour vous sauver d'un incendie. Patricia, Hervé, Thibaut, ils avaient mon sang, mais ils étaient mes ennemis. Solange, Magali, elles étaient des étrangères, et elles sont devenues ma vie. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur. Il a fallu qu'on me jette à la rue pour que je trouve enfin ma place. Aujourd'hui, quand je marche dans les rues de Lille et que je vois quelqu'un dormir sur un carton, je ne détourne pas le regard. Je m'arrête. Je parle. Je propose un café, une couverture, parfois un emploi à la laverie si la personne est prête. Je cherche toujours cette étincelle dans leurs yeux. L'étincelle que Solange avait. Cette humanité qui survit même quand tout le reste a été arraché. Mon histoire a commencé par une trahison, mais elle finit par une victoire. Pas la victoire de l'argent, même si cela aide, mais la victoire de la compassion sur l'avidité. Ils ont essayé de me briser. Ils ont essayé de me brûler. Mais ils ont oublié une chose essentielle, le feu ne détruit pas tout. Parfois, il forge l'acier. Je suis sortie de ces flammes plus fortes, plus dures, mais aussi plus aimantes que je ne l'aurais jamais été si j'étais restée dans cette villa dorée abondue. Je regarde mes mains. Elles ne sont plus gercées par le froid, mais je garde une petite cicatrice sur la paume, là où je me suis coupée en ouvrant une boîte de conserve cette première nuit sous le pont. C'est mon rappel. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais qui t'a aidé. Et surtout, n'oublie jamais que le mal peut porter le visage d'un ange ou d'une mère, et que le bien peut avoir le visage ridé et sale d'une vieille dame sous un pont. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'était Fanny Vasseur, et je suis vivante. C'est ici que mon récit s'arrête, mais le vôtre continue.
J'espère que personne parmi vous ne vivra jamais ce que j'ai vécu. Mais si vous traversez une période sombre, si vous vous sentez seul, trahi, abandonné, souvenez-vous de Solange. L'aide peut venir de l'endroit le plus inattendu. Gardez les yeux ouverts. Gardez le cœur ouvert. Et ne laissez jamais, jamais personne vous dire que vous ne valez rien. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste pour vous, mais cela aide énormément à faire entendre cette voix. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de justice et de résilience. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre ça. Prenez soin de vous, et prenez soin de votre vraie famille, celle que vous avez choisie. À bientôt.